Vous le savez, le monde continue à vivre au rythme des changements climatiques et du réchauffement de la planète qui implique justement des perturbations saisonnières. Et ce soir, dans le cadre de votre émission, nous allons évoquer des questions liées aux conséquences de toutes ces perturbations saisonnières sur la vie socio-économique de toutes les différentes nations qui constituent justement la planète Terre. Cette question sera abordée avec deux invités. Le premier, c'est Jonathan Kabengele, géographe de formation. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Le deuxième invité, c'est Gaël Makouba. Lui, il est expert en environnement. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. C'est une question à la fois écologique, c'est-à-dire toutes ces perturbations que nous sommes en train de vivre sur le plan climatique et les aspects géologiques ou géographiques qui peuvent être évoqués, et à cela toutes les différentes conséquences que l'on ne cesse d'enregistrer sur le plan socio-économique. Alors nous commençons avec vous, vous êtes géographe. Quelle est votre analyse, lecture, lorsque vous essayez d'observer toutes ces réalités que nous sommes en train de vivre actuellement avec les perturbations saisonnières? Merci pour la question. Je commencerai scientifiquement par définir les saisons. Ce sont les 4 périodes de l'année pendant lesquelles les conditions climatiques sont maintenues pendant au moins minimum 3 mois. Alors comme vous le savez, nous en avons 4 dans l'hémisphère nord. Également aussi, nous avons l'été, l'hiver, l'automne, le printemps aussi. Mais ce n'est pas la même chose dans la zone intertropicale. Dans la zone équatoriale et la zone tropicale, on en trouve 2. Nous avons la saison sèche et la saison pluvieuse. Et pour cela, la succession des saisons, d'ailleurs, il n'y a que 2 éléments principaux qui déterminent la succession des saisons. Parfois, les gens pensent que lorsqu'il y a des saisons qui se succèdent, cela est dû à la distance de la Terre au Soleil. Bon, ce n'est pas ça. Nous savons tous que la distance moyenne entre la Terre et le Soleil est mesurée à 1,149 millions. Donc 1 milliard, devrais-je dire, 149 millions de kilomètres. Alors bon, sans doute, il résulte certaines modifications. Donc il y a des modifications qui sont liées au changement climatique. Et ces changements climatiques sont causés par le fait qu'il y a des transformations de gaz à effet de serre, oui, et qui causent à ce qu'il y ait des perturbations. Alors comme je le disais, les 2 éléments qui déterminent la succession des saisons, qui déterminent même les saisons, nous avons le mouvement de la Terre autour du Soleil, que l'on appelle la translation et la révolution. Il y a aussi l'inclinaison de l'axe de rotation. Parce que la Terre ne tourne pas dans le vide. On est tous d'accord qu'il y a une ligne imaginaire, un axe imaginaire que l'on appelle l'axe de rotation qui permet à celle-ci de pouvoir tourner. Alors, l'inclinaison de l'axe de rotation, mais aussi le mouvement de la Terre autour du Soleil, sont les 2 éléments qui déterminent les saisons. Mais ce ne sont pas les 2 éléments qui déterminent la succession, qui déterminent les perturbations saisonnières. Mais nous, maintenant, nous parlons de perturbations des saisons qui s'observent actuellement. Lorsqu'on essaye un peu d'évaluer, ce n'est fût-ce que la saison sèche qui vient de s'achever, vous vous rendez compte que pendant cette saison, à un moment, voulais-je dire, on a enregistré des précipitations. C'était en plein mois de juillet, on a enregistré des précipitations. Vous l'avez, vous, géographe, et vous avez toujours eu à définir les précipitations sous toutes ses formes, parce que lorsqu'on parle de précipitations, ce n'est pas seulement des grandes pluies, même la rosée fait partie d'une précipitation, et on a quand même enregistré des précipitations pendant la saison sèche, et lorsqu'on regarde même le décalage en termes de date des débuts et des dates de fin, on se rend compte qu'il y a une perturbation même en termes de calendrier, et c'est de ça qu'il est question. Vous avez évoqué ici le fait que la cause principale, ce sont ces effets des changements climatiques. Et d'ailleurs, je l'ai dit à l'entame, le monde ne fait que vivre au rythme de ces changements climatiques. D'accord. La Terre a la forme ronde. Et il faut savoir que le Soleil
ne peut éclairer qu'une seule partie, qu'un seul côté de la Terre à la fois. Donc, le Soleil n'est pas capable de pouvoir éclairer toute la Terre. Et au fur et à mesure, pendant que la Terre est en train de tourner autour du Soleil, il relève que la Terre présente 4 types de positions au Soleil. Je les avais déjà cités. Alors, il faut souligner que dans l'hémisphère nord, lorsque la Terre, le 21 décembre, expose au Soleil au maximum son hémisphère sud, cela veut dire que l'hémisphère nord est détourné du Soleil. D'où il ferait maintenant chaud dans la partie exposée au Soleil et il fera froid dans la partie qui est détournée du Soleil. Ça sera ainsi vice-versa. L'été de l'autre correspond à l'hiver aussi de l'autre. Alors, si vous vous demanderez maintenant d'expliquer les perturbations saisonnières en termes de calendrier, parce que hier, par exemple, si on prend le cas de nous qui sommes dans ces climats intertropicaux que vous avez évoqués, si on prend le cas par exemple de la saison sèche, je vous l'avais dit, nous savions que la saison sèche commençait le 15 mai, c'est terminé le 15 septembre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir les différents rapports publiés par l'Agence météorologique nationale, on vous dit par exemple que cette année, par exemple, la saison sèche a commencé au 28 mai et va aller du 22 septembre au 5 octobre. C'est ça le calendrier tel qu'il est présenté par la Mételsat. C'est ce qui justifie justement qu'effectivement il y a perturbation. Il y a perturbation, mais c'est un calendrier probabiliste. Donc il faut savoir que parfois il y a des calendriers non probabilistes. Mais ce sont des études qui ont été menées qui révèlent tout ça. Nous sommes dans une zone intertropicale. Cette zone est située à des degrés de l'hémisphère nord, tout comme aussi à des degrés de l'hémisphère sud. Dans cette partie de la Terre, nous sommes justement au centre, voyez-vous, et dans cette partie de la Terre, il pleut abondamment. Donc on doit avoir beaucoup plus de précipitations, d'accord? Des précipitations abondantes. Et comme c'est une zone de convergence intertropicale, où nous avons plus de... C'est le seul endroit où la seule partie de la Terre où il y a des températures très élevées. Et là où il y a des températures très élevées, il y a la possibilité d'avoir beaucoup plus un taux élevé d'évaporation. Et cette évaporation qui doit finalement aussi... C'est terminé par des précipitations. Par des précipitations. Donc maintenant, nous ne manquerons pas de perturbations saisonnières. Pour nous qui sommes dans une zone intertropicale, par le fait que nous allons connaître beaucoup plus de mois. Vous connaissez déjà, nous avons beaucoup de mois pluvieux, et peu de mois de la saison sèche, d'accord? Peu de mois secs. 8 contre 4. Oui, d'accord. Ce qui justifie justement que nous, par rapport à notre position sur la Terre, nous devons connaître des perturbations par le fait que nous n'avons pas seulement les alizés, qui sont les vents réguliers, nous connaissons parfois aussi d'autres vents comme des harmattan et bien d'autres, comme des vents dominants aussi. Très bien. Alors, on va revenir à vous. Il y a un aspect qui retient mon attention en termes de perturbations, mais on va y revenir. Alors, Gaël Makouba, vous êtes expert en environnement, vous avez suivi religieusement votre co-débatteur, géographe des formations. Il a eu à expliquer d'ailleurs tous les aspects qui entrent en compte lorsqu'on parle des saisons. Et nous sommes justement en train de parler de ces perturbations qui s'observent. Il a évoqué un aspect qui vous intéresse beaucoup, les changements climatiques, qui constituent l'une des principales causes, n'est-ce pas, de toutes ces perturbations saisonnières. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, écoutez, je vais déjà essayer un peu Je suis dans la même philosophie que mon co-débatteur, mais je vais essayer un peu d'épingler un élément aussi important, peut-être que le co-débatteur n'a pas pu exploiter. C'est en rapport avec Köppen. Köppen présente les climats sous la zone intertropicale sous forme de AW4, c'est-à-dire un climat qui en réalité est dominé par 4 saisons. Mais dans ces 4 saisons, 2 saisons sont très dominantes. Il s'agit de la saison pluvieuse ainsi que de la saison sèche. Mais néanmoins, il y a une petite saison sèche qui intervient ainsi qu'une petite saison pluvieuse qui intervient dans le cycle. C'est comme ça que Köppen présente ça sous forme de AW4.
A Alors. signifie, W signifie, 4 signifie. Oh, Il faut bah, bien écoutez, expliquer pour que non, ceux mais qui nous écoutez, suivent comprennent quand même. je vais entrer purement dans la climatologie. Et je pense que... Mais ceux qui suivent ont je besoin vais- de je- tous ces aspects parce que finalement, on va aboutir Non, écoutez, aux conséquences. nous allons revenir là-dessus, peut-être dans nos prochaines émissions. Mais au moins, j'essaie un peu de soulever cet aspect aussi important. Donc, ça veut mais dire que vous complétez le fait que votre co-débatteur a dit que dans la partie, La zone intertropicale. la zone intertropicale, nous avons principalement 2 saisons, ce qui est vrai. Nous avons la saison des pluies et la saison sèche. En termes de durabilité, alors que la nous avons la réalité- saison des pluies qui est beaucoup plus longue que la saison sèche. Alors qu'il y a aussi, du point de vue climatologique, en réalité, il y a une petite saison de pluie qui intervient dans le sucre. Il y a aussi une petite saison sèche que d'ailleurs les Nekong appellent ici les Kintombo. Et l'Angamouké, vous voyez un peu quand vous dépassez les mois de... Mais c'est ça. Voilà. Donc, bref, c'est un peu ça. Mais l'ami n'a pas aussi... Il n'a pas tort. Il n'a pas aussi tort en présentant les choses telles qu'il a présentées. Mais qu'à cela ne tienne, écoutez, il y a ce qu'on appelle des facteurs. Des facteurs prédominants qui participent à la formation du climat. Et ces facteurs, s'agit notamment de la température, de l'humidité atmosphérique, de la pression atmosphérique ainsi que du vent. Ce sont les 4 facteurs importants qui interviennent dans ce qu'on appelle ici la constitution, même la composition du climat. Cela étant dit, pourquoi est-ce qu'il y a perturbation climatique? Je vais répondre d'une manière peut-être superficielle, mais il y a perturbation climatique parce que l'un ou deux des facteurs est généralement affecté. Affecté par quoi? Je parle ici par exemple du premier facteur appelé la température. Un facteur aussi important qui contribue dans ce qu'on appelle la composition du climat. Ça va? La température. Un élément ou un facteur important. Mais l'émission de gaz à effet de serre, ici, les principaux gaz comme les CO2. Ça va? Un gaz à effet de serre qui résulte des activités anthropiques, d'une part, ainsi que de certaines réactions naturelles. Par exemple, incessamment, il y a une l'éruption volcanique. Vous avez le CO2 dans l'atmosphère. Il a été démontré par les scientifiques que le CO2, en grande quantité, c'est un gaz à effet de serre qui étouffe ou affecte la couche d'ozone, qui n'est rien d'autre que la couche qui nous protège contre les rayons solaires. Le rayonnement nocif, etc. Et vous verrez par exemple que Kabasele, dans sa physique environnementale, il vous démontre que la perturbation du CO2 dans l'atmosphère crée ce qu'on appelle les trous dans la couche d'ozone. Or, ces trous dans la couche d'ozone font que tout ce qui est rayonnement, par exemple, les IR, ce qu'on appelle les infrarouges, avec peut-être de larges spectres ou de longueur d'onde assez réduite, cette fois-là traverse. Or, plus il y a abondance des infrarouges au niveau de l'atmosphère, d'une certaine couche, ici peut-être nous parlons de la troposphère ou de la mésosphère, il va se passer que, comme vous le savez, c'est comme si vous aviez affaire à un miroir converse. Quand le rayonnement s'attaque à un miroir converse, qu'est-ce qui se passe? Les rayonnements réfléchis sont réfléchis. C'est très différent quand vous avez affaire à un miroir concave. Donc, considérons la Terre comme étant un miroir converse, le rayonnement frappe et ça remonte. C'est comme ça que vous avez l'augmentation déjà de la température. Qui est un facteur qui entre en compte dans ces perturbations. Qui entre en compte dans les perturbations ici, des saisons. En termes de climat déjà. Parce que, comme vous le savez, dans la zone intertropicale, il y a
des facteurs importants qui contribuent dans le processus de la formation de pluie. Il s'agit de l'évaporation ainsi que de l'évapotranspiration. L'évaporation, c'est par rapport à l'eau de surface, tout comme les eaux de la nappe, et puis l'évapotranspiration avec tout ce qui est biomasse. Alors, voilà que vous avez affaire à l'évaporation et l'évapotranspiration. Les conditions climatiques, la chaleur, etc., réunies, l'eau se condense. Ça va? L'eau qui est montée sous forme de vapeur se condense. Il y a la condensation. Et voilà que cette condensation peut être perturbée par quoi? Par exemple, par cette montée de la chaleur, par la exemple. montée de la chaleur, par les vents. Ça va? Il y a certains vents ici, par exemple, qu'on appelle des cyclones. Hein? Ça va? Allez-y. Des cyclones qui ont la capacité de chasser les nuages. Voilà, ils chassent les nuages ici et les emportent ailleurs. Je vous centrerai par exemple le cas de Benguela. Ça va? Benguela fait partie de ces vents chauds et secs qui chassent les nuages. Donc, quand tous ces facteurs ne sont pas réunis, ça va? Il se pose un problème de ce qu'on appelle ici les perturbations saisonnières. Donc, voilà, c'est une façon pour nous, scientifiques, d'interpeller, par exemple, la masse en leur disant, voilà, nous vous présentons les facteurs qui font que les climats puissent vivre en harmonie dans la planète Terre. Alors, si vous ne respectez pas l'existence de tel ou tel autre facteur, voilà, nous allons tomber dans ces phénomènes que nous appelons perturbations saisonnières. Donc voilà une des causes, par exemple, et la réalité, nous la vivons aujourd'hui. Nous avons affaire à une société qui est en pleine perdition en termes du réchauffement climatique, ainsi qu'en termes de perturbations saisonnières. Très bien. Voilà. Là, ce sont les aspects importants que vous avez évoqués. Alors, je reviens à vous, Jonathan Kabengele. J'avais dit que j'avais épinglé un aspect, parce qu'en entendant Gaël Makouba, il reconnaît justement que ces perturbations, on les enregistre, on ne les enregistre pas seulement dans des régions ou des zones intertropicales, mais aussi partout ailleurs, même dans l'hémisphère nord, dans la partie nord, avec le climat tempéré, où vous avez eu à présenter 4 saisons, parce que vous avez semblé ne pas admettre que ces perturbations, on les enregistre aussi dans cette partie. Mais il faut voir aussi parce que tout cela, bon, comme il l'a bien présenté, je suis d'accord avec lui. Même dans l'hémisphère nord, ces quatre saisons connaissent parfois des perturbations. Mais il faut savoir que le calendrier tel que présenté dans les pays de tiers-monde n'est pas... Donc c'est entre guillemets un probabiliste. Parce que pourquoi probabiliste? Pourquoi quand ce sont les autres qui les font, c'est correct, c'est normal, mais quand c'est chez nous, bon, c'est probable, c'est pas vrai. Mais il n'y a pas très longtemps, vous avez bien observé que le ministre des Transports avait fait un saut ici à la Metelsat. Oui, d'accord. Et le constat était très amer. Très amer d'ailleurs. Il n'y avait pas d'instrument et ce qui était là comme instrument était déjà vétuste. Alors bon, d'où on ne peut pas faire confiance en leurs données, hein, les données qu'elles présentent, notamment à la Metelsat. Ah, mais vous posez une question fondamentale. D'ailleurs, pour ne pas aller trop loin, nous avons connu l'éruption volcanique de Nyiragongo. L'ami l'a si bien souligné. Alors, l'OVG s'est plaigné déjà. De ne pas disposer de tous les moyens nécessaires qui peuvent nous permettre de travailler. Oui, c'est beaucoup plus pratique. Cela nous permet d'en appeler toujours à la conscience de notre gouvernement, de pouvoir aussi, au-delà de voir aussi les infrastructures routières, voir aussi que non, il y a des structures de l'État qui exigent aussi un accompagnement, un accompagnement dans tous les sens, que ce soit du côté de l'argent, les moyens financiers, les moyens matériels pour que le travail soit bien fait. La conséquence, on l'a enregistré avec les morts
qu'on avait pu compter avec l'éruption volcanique, avec tous les autres dégâts matériels, tout cela, parce qu'on n'a pas disposé ou encore on n'a pas mis à la disposition de l'OVG de tous les moyens nécessaires qui peuvent lui permettre de faire son travail faire son travail comme il se doit et prévenir ces dangers qui avaient frappé justement toutes ces populations. Alors nous revenons, donc vous admettez quand même que ces perturbations s'observent sur le plan planétaire et qui exigent des stratégies ou des mécanismes de manière à ce que l'on puisse justement les éviter. Tout à fait, parce que l'axe de rotation est incliné. L'axe de rotation n'est pas perpendiculaire pendant que la Terre tourne autour du Soleil. Donc pendant que la Terre elle tourne aussi autour d'elle-même. Oui, bien sûr. Au même moment qu'elle tourne autour d'elle-même, l'axe est perpendiculaire. Mais au même moment qu'elle tourne autour d'elle-même, elle tourne aussi autour du Soleil. Mais là, l'axe de rotation n'est pas perpendiculaire. C'est incliné. D'où maintenant, il s'observe que non, c'est juste un seul côté, une seule partie de la Terre qui sera exposée au maximum vers le Soleil. Et cette partie aura plus de la chaleur. Et la partie qui est détournée du Soleil n'aura pas plus de la chaleur, aura beaucoup plus de froideur. D'accord? Voici un peu ce qui explique cette inégalité. Et alors, j'entre maintenant dans les points de perturbation saisonnière. Bon, bien sûr que c'est beaucoup plus aussi les cycles de l'eau. Les cycles de l'eau que l'on doit évoquer comme l'un des facteurs majeurs qui peut-être, après avoir eu les retards lors de sa formation, l'on doit subir aussi des modifications. Parmi des émissions précédentes, je crois avoir aussi évoqué cela. Si nous devions avoir une quantité de pluie bien déterminée, avoir au moins 1000 mètres par an, et que nous ne l'avons pas eu, nous allons... 1000 mètres cubes. Oui, mais nous allons en avoir. Nous allons en avoir. Donc la nature s'organise pour récupérer. Pour récupérer. Et là, peut-être que non, les calendriers avaient été déjà promulgués et que l'on avait déjà bien les dates précises, auxquelles ce n'est pas nous qui respectons les dates. Mais c'est la nature, ce sont des phénomènes de la nature. Lorsque la nature est agressée, menacée, telle que nous sommes en train de l'observer aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait ces perturbations ou encore qu'il y ait modification de certains facteurs, justement, qui vont aussi créer ces déséquilibres en termes même de calendrier que vous êtes en train d'évoquer. D'accord. On va citer aussi les transports. Les transports en commun. Vous voyez, c'est parmi les effets environnementaux que nous allons évoquer parce que beaucoup plus on parle de gaz à effet de serre. Et ces camions, camionnettes qui sont en train de circuler, ayant déjà fumé, d'accord, et que le gouvernement a accepté, ou par exemple l'autorité municipale, encore gouvernemental, a accepté que les camions qui fument puissent circuler et que cette quantité de la fumée là a aussi qui se propage encore à l'air libre et l'air est pollué. Vous imaginez un peu, alors on doit avoir toujours des perturbations, on n'en aura pas aujourd'hui ou demain, mais on doit avoir ça dans le futur. Très bien. Oui, bien sûr qu'il y a mais déjà nous sommes en pleine, nous vivons au rythme des changements climatiques. Peut-être que nous sommes victimes de ce que nous n'avons pas causé. Donc, en matière environnementale, je pense qu'il va me compléter. Et vous pouvez commettre un acte aujourd'hui qui doit avoir des conséquences pour des générations futures. Très bien. Est-ce que, Gaël Makouba, on doit dire que nous sommes victimes des actions anti-écologiques posées par nos grands-parents, pour ne pas dire nos aïeux, nos bis-aïeux? Je dirais ici oui, mais je dirais aussi... oui et non. Oui et non. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, l'Afrique subit par exemple, l'Afrique a subi la colonisation, il a subi l'esclavage, etc. Je vois, s'il faut exagérer, c'est pas plus de 2 siècles, n'est-ce pas? Alors que déjà au 19e siècle, les Européens ont découvert la machine à vapeur. Les Européens ont commencé à couper parce qu'ils avaient besoin de renforcer l'industrialisation. Il fallait produire, il fallait faire fonctionner tout ce qu'ils avaient comme turbines, etc. Mais revenez un peu au 19e siècle. Ce que représentait l'Afrique. L'Afrique était encore dans son état traditionnel. Vous comprenez? Dans son état vierge. Gécamine ici n'existait quasiment pas. N'est-ce pas? Les Gécamines n'existaient pas. Donc, dire ici que nos aïeux ont contribué, je dirais oui et non. Certes, l'agriculture itinérante sur Brûlis pendant plus d'une décennie, c'est une réalité qui contribue à l'émission de gaz à effet de serre. Mais ici, en termes de proportion, en termes de comparaison, je pense que s'il faut incriminer des sociétés, je me permettrai... On va incriminer la société occidentale. Je vais plus me permettre d'incriminer la société occidentale qui a causé
plus de dommages, plus de tort. D'ailleurs, c'est ce qui justifie, c'est ce qui justifie aujourd'hui le comportement des Occidentaux vis-à-vis de pays émergents comme le Brésil, où on interdit au président brésilien de respecter les accords, etc. Alors que le Brésilien s'est dit, écoutez, mais écoutez, vous êtes devenu pays développé parce que vous produisez, vous avez des réserves en termes de ceci, mais nous, il n'y en a pas. Nous voulons aussi que nos pays deviennent comme le vôtre. Alors, comment vous nous demandez de ne pas faire ça pour des raisons X? C'est comme ça que le monsieur se comporte à un anti-écologiste. Vous comprenez? Alors que, en termes de la révolution, c'est un révolutionnaire qui veut du bien-être de sa population. Ou encore pour dire, écoutez, vous avez créé des moyens, des modes de financement aussi bloqués. Vous créez des modes de financement, vous bloquez, où vous dites, nous devons accompagner tous les États qui disposent des massifs forestiers, c'est-à-dire qui jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. Alors, au lieu de financer ces États, vous ne voulez pas aussi mettre la main dans la poche. Alors qu'en réalité, vous êtes en train de polluer, de détruire la planète. Voilà, moi je trouve ça trop injuste. Et je me dis, nous sommes une autre génération. Nous sommes une autre génération, une génération habitée par la pensée, comme je l'ai toujours dit, la pensée la pensée panafricaniste, ici incarnée même par Mfumu Kimbangu, s'il faut le dire, où à un certain niveau, l'intellectuel, l'élite africaine doit apprendre à dire non devant certaines injonctions, doit dire non devant certaines pilules amères. C'est comme ça que moi je conçois, c'est comme ça que je présente ça. Certes, nous avons, nous aussi, notre part de responsabilité face aux problèmes environnementaux, mais c'est minime. Mais oui, mais que nos alliés, que nos partenaires comprennent aussi que ils ont une très grande part de responsabilité et que ici, si et seulement si ils doivent tenter d'accompagner ou de lutter contre ces phénomènes, il faut qu'il y ait réellement cette bonne foi et cette pensée positive. Vous comprenez? Donc c'était ici pour vous répondre en rapport avec nos alliés face. Donc ça veut dire que vous avez essayé de repartir les responsabilités dans deux zones. C'est-à-dire au regard de nos ancêtres à nous africains, on ne peut pas dire qu'ils ont été responsables de ce mon cher ami, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais s'il faut aller dans la société occidentale, nous devons admettre que justement ceux-là sont les principaux acteurs qui ont travaillé pour que nous puissions vivre toutes ces perturbations qui nous amènent ou qui nous créent beaucoup d'autres problèmes. Mais c'est clair, c'est comme on te dit, papa, est-ce que Oyibi manga? Tu dis, yon dit manga, non, oui, Oyibi, après expliquer après. Alors que Moutaïbi manga ça à côté. Non, mais c'est injuste. Soyons. Chacun s'assume. Non, il faut que chacun. À ses responsabilités. Ça c'est clair. Il faut que nous pushions. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, vous savez aujourd'hui, parce que vous savez, quand nous débattons, il y a un aspect aussi important que vous avez posé, c'est en rapport avec les aspects socio-économiques. Très bien, on va y arriver tout de suite là d'ailleurs. Mon cher ami, pour ne pas déjà ouvrir cette parenthèse, mais qui dit socio-économique dit ici la satisfaction de besoins de l'homme ou de la société. Or, ici, la satisfaction n'est rien d'autre qu'une émanation de la mise en application des principes économiques. Qui dit principe économique dit ici d'abord la loi de l'offre et de la demande. Il faut offrir quelque chose sur base de la demande. Or, qui dit offrir sur base de la demande dit il faut produire. Alors, rentrons maintenant à la base. Déjà, la production minière. Vous voyez ce que ça pose aujourd'hui en termes de catastrophes naturelles. On ne peut pas puiser de l'or si on ne détruit pas la couverture végétale. Mais quels sont les... En termes de rémédiation, ça va? Pour ne pas citer des entreprises ici. Allez-y, essayez un peu de sillonner le Congo, vous allez vous rendre compte que toutes ces entreprises européennes, chinoises, etc., mais la population autochtone qui vit tout autour, mais c'est une population hyper pauvre, une population des fois qui vit de l'exploitation artisanale pour aller ravitailler les grandes puissances, etc.
Et c'est très marrant, c'est très révoltant. Vous comprenez? Alors, puisque déjà c'est un secteur aujourd'hui qui pose problème, le secteur minier. Donc, ici, il faut s'attacher à la pensée même du chef de l'État qui cherche à promouvoir ici, et qu'il a présenté sous forme de la revanche du sous-sol sur le sol. Oh, qui dit revanche du sous-sol plutôt, non, la revanche du sol sur le sous-sol. Du sol sur le sous-sol. Bon, je ne sais pas si c'est... Il faut que nous puissions aujourd'hui tourner les regards vers le sol. La revanche du sol sur le sous-sol, voilà. La revanche du sol sur le sous-sol. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, mais ce n'est pas avec l'agriculture de subsistance. Ça va? Ce n'est pas avec l'agriculture extensive. Hein? Où matin, midi, soir, vous voyez nos élites descendre auprès de nos paysans. Ça va, il passe avec ça. Il dit non, voilà, Toye pour soutenir. Il dit non, le gouvernement a dit ceci. Allez, il donne de où. Mais écoutez, ce n'est pas avec la houe qu'on peut produire sérieusement et s'attendre à nourrir une population. Et satisfaire les marchés ici en termes de la production. Vous comprenez? C'est avec l'agriculture à grande échelle. Très bien. Alors que l'agriculture à grande échelle ne signifie pas nécessairement l'agriculture où on fait usage aux pesticides. On peut produire à grande échelle, mais en mettant en application ce qu'on appelle ici des principes écologiques. Donc, je fais allusion ici directement à une agriculture dite une agriculture écologique. C'est possible de produire en respectant des principes écologiques et vous produisez à grande échelle. Voilà ce qui peut constituer aujourd'hui l'une de thématiques, avec le développement durable, voilà. Les ODD, on en parle. Alors, vous avez suivi justement Gaël Makouba. Ici, nous évoquons déjà les aspects, si vous voulez, les conséquences socio-écologiques, parce que toutes ces perturbations saisonnières que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui impactent, n'est-ce pas, sur, vous voyez, que ce soit sur nos économies, que ce soit sur la santé, sur certaines activités que l'on peut bien mener, qui peuvent justement satisfaire à certains besoins qu'El Makouba l'a évoqué. Vous êtes aussi professeur de géographie, il y a ce qu'on appelle la géographie économique. Expliquez-nous un peu comment ces perturbations peuvent réellement impacter sur justement les aspects socio-économiques d'une nation. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup d'impact sur l'agriculture. Je souligne seulement l'agriculture comme le premier secteur, le plus important d'ailleurs pour nous qui sommes là. Je pense que pour un agriculteur, l'augmentation de la pluie, l'augmentation de l'eau ou la diminution de l'eau a toujours apporté un impact. Alors, donc, ou encore la perturbation des calendriers. Oui, même la perturbation des calendriers aussi météorologiques a beaucoup d'impact, beaucoup des effets néfastes sur l'agriculture, sur la production agricole. Il peut y avoir, il pouvait mensuellement produire 500 mégas peut-être, mais vous allez observer qu'il y a 500 mégas. Donc, peut-être kilogrammes, parlons peut-être de 500 kilogrammes si c'est un agriculteur à grande échelle. Alors, bon, je pense que au-delà de cette conséquence causée par des perturbations, il y a aussi non seulement la production, mais aussi la semence. Parce qu'on parle du bilan. C'est justement l'ensemble de ce qui est semé, c'est ce qui va sortir. Il faut savoir que non, quand on produit en grande quantité, c'est parce qu'on a bien semé et que l'on a si bien aussi géré les systèmes ou les réseaux hydriques de la plante, que l'on a bien respecté tout en gérant aussi toutes les conditions écologiques, environnementales. D'accord? Parce que toutes ces plantes ont ses caprices. Alors, pour nous qui sommes là en RDC, pour nous qui sommes là et qui connaissons beaucoup plus des perturbations saisonnières, je pense qu'il est maintenant de notre droit de sensibiliser à tout moment, de multiplier des émissions pareilles, parce que c'est le seul canal qui permet à un agriculteur, à une maman maraîchère de pouvoir aussi suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a des mamans maraîchères qui utilisent des engrais chimiques. Pourquoi pas utiliser des engrais naturels? Les conséquences, ignorant. Oui. Pas oubliant seulement, mais ignorant, parce que nombre d'entre elles, parfois, sont analphabètes et ne maîtrisent pas trop ces questions. Oui. Il faut
les sensibiliser, les conscientiser. Oui, avoir aussi des... Consulter l'agronome, consulter un agronome de la place, avant aussi d'utiliser une certaine sémence. Parce qu'il y a certaines sémences qui ne réussissent pas dans certaines zones climatiques. Et alors, quand on a suffisamment des informations sur l'élément, sur la chose, je pense que cela va beaucoup plus servir. Et au-delà de ça, il y a aussi l'industrialisation. L'industrialisation. Les entreprises évoquées par notre confrère. Et bien sûr que la RDC est énormément riche. Scandalement, on parle que non, les sous-sols... Potentiellement. Oui, potentiellement, est tellement riche. Mais... Alors, c'est cet aspect que Guélen Makouba a évoqué. Ce n'est pas partout on doit exploiter. C'est cet aspect. Oui. Guélen Makouba est clair. Il dit, les Occidentaux ont eu à exploiter toutes les ressources. Ils ont créé des réserves, ils sont riches aujourd'hui, ils sont puissants. En même temps, ils se disent, bon, nous on a tout exploité. Notre exploitation a créé des conséquences graves sur l'environnement, alors que ceux-là ne touchent pas leurs ressources, sinon nous tous nous allons disparaître. Mais dans notre temps, eux continuent à être pauvres. Nous sommes déjà riches, on a eu à garantir déjà notre avenir et l'avenir de nos enfants. Et quand ils vont maintenir intactes leurs forêts, leurs cours d'eau, tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, toutes ces ressources-là vont garantir pas seulement leur vie, mais notre survie. Dans notre temps, eux, en étant pauvres, ils vont continuer à mourir de faim. Et ça devient une difficulté. C'est la situation que nous sommes en train de vivre. Et d'ailleurs, une situation qui est décriée par nombre d'experts en environnement qui estiment que dans certains cas, il y a de ces acteurs écologiques qui se sont illustrés en relayeurs de certaines décisions prises par des scientifiques occidentaux qui veulent que les pays du Sud continuent à être pauvres en conservant leurs espaces forestiers. Et voilà pourquoi ils s'attaquent au président brésilien qui lui dit, si vous voulez que je ne touche pas à ma forêt, donnez-moi l'argent. Si vous ne donnez pas l'argent, je touche à ma forêt. Bon, je ne pense pas que la richesse vient seulement de la déforestation. Bon, la déforestation, les déboisements, sont des phénomènes, justement, ce sont des effets environnementaux que nous devons tous condamner. Moi, personnellement, je dois condamner. La richesse ne s'arrache pas par la déforestation. Il y a une méthode, il y a aussi un autre moyen par lequel on peut s'enrichir. Quel moyen? Quel moyen? Mais l'exploitation des mines, toutes les mines ne s'exploitent pas de la même manière. Par exemple, lorsqu'on vous avez parlé de l'agriculture ici. Oui. Guélen Makouba a expliqué, ce n'est pas avec la houe qu'on va travailler pour s'attendre à nourrir 80 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait des matériels, il faut qu'il y ait des engins qui vont, n'est-ce pas, accompagner toutes ces activités que l'on va mener. Mais pour avoir ces engins, il faut avoir de l'argent. Où va-t-on trouver cet argent? Je m'en vais vite distinguer un peu quelques types d'agriculture. L'agriculture traditionnelle que notre confrère a évoqué, qui est des substances. Il y avait combien d'habitants à cette époque-là et ça résolvait quel problème exactement? Oui, justement, devrais-je dire, cette agriculture traditionnelle, elle est tellement archaïque qu'elle ne peut pas nourrir toute une société. Ça, c'est juste pour se satisfaire. Satisfaire aussi les besoins de sa famille. De subsistance. Oui, de subsistance. Alors bon. Au-delà de ça, il y a l'agriculture industrielle, il y a l'agriculture d'entreprise. Prenons cet aspect industriel, alors, il faut des moyens. Il faut des moyens. Mais je pense que l'agriculture mécanique, nous, normalement, nous ne sommes pas capables par le fait que le secteur primaire est beaucoup plus abandonné. Et le gouvernement congolais s'occupe beaucoup plus au secteur secondaire et aussi secteur tertiaire. Alors, ils abandonnent le secteur primaire. Alors que c'est la base de tout. C'est ça, les soubassements. Et d'où maintenant la nécessité, on ne cesse de multiplier des émissions. C'est une occasion pour vous féliciter. Je pense que plusieurs sont en train de prendre conscience. Nous continuons toujours à conscientiser à chaque moment. Chaque soir, je pense que c'est l'émission passe à 18h30. 18h juste. Oui, le moyen par lequel tout le monde sera informé. Et je suis sûr que d'ici 2030, les gens doivent changer. Très bien. Doivent changer. Parce que, comme je le disais aussi, à ce qui concerne l'exploitation des mines, on peut peut-être abandonner l'exploitation du pétrole, abandonner l'exploitation du gaz, mais peut-être autoriser l'exploitation des diamants, voire comme là, dit aussi, je m'excuse, notre confrère sur l'exploitation de l'or, qui a toujours occasionné, qui nécessite que la destruction de la couche végétale, superficielle ici. Bon, mais on peut avoir des études. Parce qu'il est tellement difficile de prohiber, d'interdire à la population de pouvoir agir méchamment envers l'écologie, envers l'environnement, mais les orienter autrement.
Je comprends vite. Mais cette orientation oui. nécessite des moyens. Oui. Vous arrivez, par exemple, vous rencontrez les populations qui vivent, disons, les riverains du parc national de la Salonga, qui sont près de la forêt équatoriale. Vous leur dites, vous ne devez pas exploiter votre forêt. Et alors qu'en retour, vous ne leur proposez pas ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, autre, n'est-ce pas, que ce qu'ils faisaient avant. Vous voyez que ça ne va pas réussir. Il faut des moyens, mais d'où va-t-on tirer ces moyens pour que nous arrivions à orienter vers notre secteur et notre économie? C'est ça le grand problème. Oui. Encore une fois, les gouvernements, les ministres de l'économie, qui travaillent en collaboration, qui doivent nécessairement travailler en collaboration avec le ministre de l'Environnement, qui va travailler aussi en collaboration avec le ministre de l'Urbanisme. Pour nous qui sommes dans les milieux urbains, peut-être que nous ne connaissons pas beaucoup plus des conséquences néfastes, parce que ce sont les autres qui en sont victimes, oui, d'accord, qui en souffrent beaucoup plus. Parce que c'est beaucoup plus dans les villes où il y a beaucoup plus des émissions à effet de gaz, d'accord. Il y a beaucoup plus d'industrialisation. Le métier industriel, bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'industries comme auparavant, mais il y en a un peu plus partout là. D'ailleurs, l'étalement urbain s'avance avec une forte vitesse à tel point qu'elle ne peut pas expliquer. Maintenant, on ne peut pas indiquer l'endroit où l'on doit construire des stations à échelle, des pompes essence, d'accord. Et on a un peu de difficulté à localiser. Certains endroits qui ne pouvaient pas être construits sont toujours construits. Donc, bref, j'envisage qu'il y aura beaucoup plus de conséquences si nous ne prenons pas conscience maintenant. Très bien. Les conséquences, Guilherme Makouba, on va continuer à les enregistrer. Si on voit Nefus, on voit seulement les certains aspects évoqués par Jonathan Kabengele lorsqu'il évoque la situation liée à l'urbanisation. Nous prenons déjà les cas de nos pays où nous avons des villes presque bidonvillisées, des villes non urbanisées, avec les différentes conséquences que l'on va enregistrer, notamment avec ces perturbations saisonnières, avec des pluies torrentielles que l'on va enregistrer. Des conséquences iront dans le sens d'attaquer même des vies humaines. Et ça devient très difficile. Vous allez vous rappeler, à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, vous apprendrez quelque part, il y a eu des maisons qui se sont écroulées. Il y a eu des familles qui ont enregistré de pertes en vies humaines. Vous savez, mon cher ami, je m'en souviens quand nous fûmes encore petits, on nous disait, après la pluie, vient les beaux temps. Est-ce qu'on peut le dire chez nous? Oui, en province. En province, oui, dans certaines provinces, oui. Parce qu'après la pluie, on a la capacité d'aller chercher un peu de champignons. On a la capacité d'aller prendre, je ne sais pas, ramasser des chenilles, récupérer des mangues, etc. Mais dans nos villes ou dans nos agglomérations urbaines, c'est clair, il se pose un sérieux problème. Et ces problèmes, notamment, dit à la mégestion de tous les compartiments de l'homme. C'est la mégestion qui est la cause, en réalité, de ces phénomènes. Alors, je vais essayer un peu de faire un pas en arrière. Parce que, parlant des effets de perturbations saisonnières sur le socio-économique, je vais soulever un élément aussi important que nous devions savoir. Que tant que nous faisons, ici je cible un secteur, le secteur de l'agriculture, où nous faisons une agriculture dépendante de pluie. Ça va? Le secteur primaire restera inerte. Pourquoi? Parce que les conséquences et les causes sont réelles. Ça va? Les perturbations climatiques ont causé ce que nous connaissons tous aujourd'hui. Le changement climatique ont causé ce que nous connaissons. Et nous avons tout intérêt à changer même les modes de production. Nous devons changer notre façon de voir les choses en termes de production. Et je pense ici, c'est la responsabilité des élites, la responsabilité des gouvernants. Ça veut dire, écoutez, on vous parle de 80 millions de terres arables. Non. L'RDC a plus de 80% des terres arabes. A plus de 80 millions, j'insiste, allez-y. 80 millions de terres arabes. Mais je vous informe aujourd'hui que la RDC a plus de 120 millions de terres irrigables.
Donc, j'essaie d'ailleurs d'ajouter quelque chose. Ça veut dire, outre l'aspect disponibilité de terres qui peut permettre la production, il y a aussi l'aspect irrigation qui intervient. C'est pour répondre à la problématique de cette dépendance de pluie. À la dépendance de pluie. Ça veut dire c'est possible d'apporter de l'eau ici en termes d'irrigation et satisfaire les besoins de la population en termes de besoins socio-économiques. Socio-économiques. Donc, écoutez, la réalité est là. Il y a perturbation climatique à cause de ce que nous venons d'évoquer ici comme problème. Il y a perturbation saisonnière à cause de ce que nous évoquons comme problème. Et ici, nous devons réfléchir plus en termes de remèdes. Vous comprenez? Et les remèdes ici, c'est entre autres transiter. Hein? En termes de production, nous devons transiter plutôt sur le mode de production. D'abord, nous devons quitter cette agriculture de subsistance qui ne résout absolument rien. Ça va? Et plonger vers l'agriculture industrielle. Et l'agriculture industrielle demande des moyens, en mettant en pratique des aspects écologiques, des aspects durables, c'est possible de satisfaire les besoins. Alors, en rapport avec les catastrophes et la réalité de nos agglomérations. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi aujourd'hui il y a un certain engouement en termes de la pression démographique dans nos villes? Mais c'est à cause de la satisfaction des besoins socio-économiques. Vous comprenez? Que les gens quittent les milieux ruraux pour se diriger vers les villes. Voilà, les grandes villes. Les grandes villes. Quand même que dans ces grandes villes, les conditions ne sont pas aussi réunies comme il se doit. Comme il se doit. Donc ici, nous devons réfléchir en termes de ça. C'est-à-dire essayer un peu de réguler le fonctionnement de la société. Entre autres, en stimulant la production, en essayant d'améliorer les conditions socio-économiques. Vous verrez tous ces gens qui habitent Kassavou, vous me direz, écoutez, moi j'habite ici, mon village c'est à Kazamoulou ici, ou c'est à Kimou ici. Allez, je prends mes enfants parce que là-bas, voilà, il y a un grand producteur de tomates, et voilà, c'est chez moi, je rentre. Au bout de 6 mois, c'est la ville qui sera vidée. Vous comprenez? Aujourd'hui, on vous parle par exemple de la création des zones économiques spéciales. Mais Bukangalonzo, on pouvait faire de la zone de Bukangalonzo une zone économique spéciale où, partant déjà de cette industrie agroalimentaire, on crée d'autres structures, d'autres infrastructures, et voilà, les gens pouvaient quitter Kinshasa et aller vivre vers Bukangalonzo. Malheureusement, le projet a été très mal orienté, et voilà la réalité. Voilà la réalité, c'est ce que nous sommes en train de vivre avec tout ce qui s'est dit derrière le projet. Mais nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot, on va commencer avec vous. Un dernier mot que vous pouvez placer ou un message que vous pouvez lancer à ceux qui sont en train de nous suivre. D'accord, j'ai l'autorité, parce que on ne peut pas le dire autrement. C'est l'homme qui est la principale cause de tout ce que nous sommes en train d'évoquer, parce que on ne cesse d'indexer les activités anthropiques. D'accord, je dois commencer par dire que les saisons sont déterminées par des éléments, cela veut dire les deux causes qui déterminent les saisons. Il y a le mouvement de la Terre autour du Soleil, il y a aussi l'axe de rotation qui est incliné pendant que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, comme la Terre expose une partie au Soleil et qu'une autre est détournée du Soleil, ainsi il fera chaud dans la partie éclairée et il fera froid dans la partie non éclairée. Alors, à ce qui concerne les perturbations, j'informerai mes compatriotes à savoir que ces perturbations sont dues aux différents actes, aux différents effets environnementaux que nous connaissons, que nous commettons. Alors, notamment, l'utilisation, je dirais, pas seulement en ce qui concerne la condition pédologique, mais beaucoup plus les émissions à effet de gaz, à effet de serre. Alors, si peut-être notre gouvernement va nous aider à réduire l'industrialisation, à travers des actions, oui, réorienter un peu les gens dans certains secteurs, valoriser les secteurs primaires, tout en valorisant aussi beaucoup plus l'agriculture industrielle, l'agriculture d'entreprise,
pour permettre à ce que les gens puissent s'occuper beaucoup plus au secteur primaire, mais aussi voir aussi quelle industrie, l'exploitation des ressources minières, notamment les diamants, en évitant aussi certaines matières premières qui apportent beaucoup plus des dégâts néfastes sur l'environnement. Très bien. Alors, on va finir avec vous, Gaël Makouba. Rapidement, un dernier mot. Quel est le message que vous lancez justement au regard de toutes ces perturbations, de tous les aspects que nous venons d'évoquer? Parce que je le dis tantôt, finalement, c'est l'homme qui est indexé. Les changements climatiques n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et les perturbations saisonnières aussi en est une autre. Alors, nous avons intérêt, nous élites, gouvernants tout comme gouvernés, de prendre conscience et de nous mettre réellement au travail. Donc, je veux dire ici ceci. Transitons. D'abord, développons en nous la pensée écologique. Ça veut dire, quittons l'homme economicus, qui court derrière les détournements, qui une fois devenu ministre, c'est la famille qui est très content. Une fois devenu DG de l'entreprise, on fête, parce qu'on s'est dit, voilà, ça y est. Mais plutôt devenons ces hommes-là, ces éco-citoyens, censés de prendre les choses au sérieux et de se mettre réellement au travail pour transiter, ça va, en respectant les principes écologiques, de la production traditionnelle à une production industrielle, pourquoi pas une production écologique, tout en respectant les principes de base, c'est celui de mettre l'homme au centre de tout. Très bien. Voilà. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour cette grande confiance que vous n'avez jamais cessé de nous renouveler. Merci à mes deux invités, Jonathan Kabengele. Je rappelle qu'il est géographe de formation. Merci à Gaël Makouba, doctorant en environnement. Avec eux, nous avions eu abordé cette question aussi importante liée aux perturbations saisonnières parce que nous sommes tous victimes de toutes ces perturbations. Vous l'avez remarqué, déjà pendant la saison sèche, il était très difficile de se rendre compte à un moment qu'on était en pleine saison sèche. Ou encore, vous allez remarquer que même pendant la saison de pluie, il arrivera un moment où on ne se rendra même pas compte qu'on est en pleine saison de pluie. Donc, toutes ces perturbations sont en train de nous créer beaucoup d'autres problèmes. Donc, nous devons aussi prendre conscience en posant des actes écologiquement corrects, des actes qui évitent des dégâts à la nature parce que l'on n'a jamais cessé de dire que la nature chassée vous revient au galop. Donc, il faut que nous agissions ensemble pour que nous puissions faire en sorte que notre planète soit sauvée. Nous puissions sauver cette planète et nous devons agir maintenant et non attendre à 2030 parce que lorsqu'on parle des ODD, c'est à l'horizon 2030. Lorsqu'on parle de la restauration des écosystèmes, c'est à l'horizon 2030. Il faut agir maintenant. Et tous ensemble, si nous agissons, nous allons réussir. Merci à Rosmani, merci à Job Bassaï qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.